Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez tous bien. Lors de la conférence de presse du 26 décembre 2024, Vladimir Poutine a abordé des questions cruciales, dévoilant sa vision pour l'avenir de la Russie et les défis majeurs auxquels elle fait face. Parmi les sujets phares, les résultats des sommets de la CEI et de l'UEEA, les perspectives de résolution du conflit en Ukraine, la stratégie sur les armes russes, les priorités économiques pour 2025, le soutien aux citoyens touchés par les conflits, et l'essentiel de sa discussion avec le Premier ministre Fico Robert lors de son passage à Moscou, ainsi que la mesure essentielle qu'il a évoquée pour faire face aux tentatives de déstabilisation régionale. À travers ses réponses, Vladimir Poutine allie pragmatisme, résilience et stratégie. Restez avec nous pour analyser ces points essentiels et comprendre comment ils peuvent inspirer l'excellence dans nos vies personnelles et professionnelles. Un immense merci à nos 8 membres pour leur soutien. Si vous souhaitez nous rejoindre et bénéficier d'avantages exclusifs, cliquez sur le bouton « Rejoindre » sous cette vidéo. Ensemble, allons d'excellence en excellence. Bonsoir. Quelles sont vos questions? Bonsoir, Vladimir Vladimirovitch. Télévision et radio Mir et Katrina Abramova. Hier, toute votre journée a été consacrée à un sommet informel des pays de la communauté CEI, où vous avez passé la journée entière avec vos collègues présidents. Aujourd'hui, on pourrait dire que nous avons un sommet formel à part entière, celui de l'Union économique eurasiatique UEEA, avec une large feuille de route. Quels résultats de ces 2 journées souligneriez-vous? Vous savez, il ne s'agit pas des résultats des 2 jours, mais des résultats de l'année. Les résultats annuels sont basés sur des indicateurs objectifs, qui ne sont pas contestés et qui sont reconnus par tous. Nous observons une croissance significative de nos échanges commerciaux, malgré la récession chez plusieurs de nos partenaires traditionnels. Par exemple, dans la zone euro, la croissance est de 1%. En Biélorussie, elle est de 5,4 à 5,5% pour l'année. En Russie, les résultats sont également satisfaisants, environ 3,9% et probablement près de 4% en fin d'année. Mais en Biélorussie, 5,5%, c'est un très bon résultat. En Arménie, la croissance est encore plus élevée. Le volume des échanges commerciaux entre la Russie et l'Arménie a doublé par rapport à l'année dernière, atteignant plus de 10 milliards de dollars pour l'année. Et la situation est similaire avec presque tous les pays. Voilà les résultats. Concernant le travail des 2 derniers jours, on peut dire brièvement, nous nous sommes rapprochés les uns des autres. Bonsoir, Pavel Zarubin, chaîne télévisée Rossiya. Nous entendons de plus en plus de déclarations et d'analyses de l'étranger, de politologues et d'officiels, affirmant que le conflit en Ukraine pourrait se terminer l'année prochaine. Et tout le monde se demande comment cela pourrait se produire. Dans l'équipe de Trump, on discute également de cela. Comme on dit chez nous, vos paroles seraient comme du miel. Nous aussi, nous aspirons à mettre fin à ce conflit. Dans l'équipe de Trump, il est même dit clairement que le conflit pourrait être gelé à condition qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit repoussée de 10 à 20 ans. Que pensez-vous d'une telle formule? Qui dit cela? Dans l'administration Trump, avec des références à un envoyé spécial pour la crise ukrainienne. Je ne sais pas ce que dit actuellement l'équipe en formation du président élu des États-Unis. Mais je sais ce que le président en exercice, Joe Biden, m'a dit, ce n'est pas un secret. En 2021, il m'a proposé de repousser l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN de 10 à 15 ans, parce qu'elle n'était pas prête. À cela, j'ai répondu raisonnablement, oui, elle n'est pas prête aujourd'hui, mais vous allez la préparer et l'accepter. Du point de vue historique, 10 ou 15 ans, c'est un instant. Pour nous, quelle est la différence, aujourd'hui, demain ou dans 10 ans? Je ne suis pas au courant des déclarations de la future équipe du président élu, mais si c'est vrai, quelle différence cela fait-il avec ce que propose l'administration actuelle? Il n'y a pas de différence. Quant à savoir comment la situation évoluera, quelles seront les directives du président élu envers son administration, nous verrons. Vladimir Vladimirovitch, attendez-vous encore quelque chose de particulier pour vous-même ou, plus précisément, de votre part d'ici la fin de l'année? La question est vague. Que signifie « de ma part » ? Je ne m'attends à rien de particulier de ma part.
Je me considère comme une personne prévisible, équilibrée et agissant selon un plan. Ce plan guide toutes mes actions, celles du gouvernement, de notre administration et de la Banque centrale. Nous coordonnons toutes nos démarches et agissons de manière stable et prévisible. Nous ne prévoyons rien d'inhabituel, ni ne pouvons prévoir de tels événements. Certaines personnes attendent, par exemple, que quelque chose tombe miraculeusement du ciel. Mais comprenez bien, nous répondons toujours de manière symétrique. Si des armes spécifiques sont utilisées contre nous, nous utilisons les mêmes types d'armes. Ils ont utilisé 5 à 7 systèmes ATACMS. Vous avez entendu ce qui a été dit hier ou avant-hier? L'armée russe a répondu par une frappe massive, environ 240 ou 220 missiles, en utilisant des armes de haute précision à longue portée. Si nécessaire, et si nous constatons que des armes plus puissantes à moyenne portée sont requises, nous les utiliserons bien sûr. Nous ne nous précipitons pas. Ce n'est pas un secret, nous ne le cachons pas, je l'ai déjà dit. Nous n'avons pour l'instant qu'un petit nombre de ces systèmes Oreknik. Mais nous en avons, et il ne s'agit pas d'un seul système. Cependant, nous ne sommes pas pressés de les utiliser, car ce sont des armes puissantes, conçues pour résoudre certaines tâches spécifiques. Nous avons lancé leur production en série. Nous produirons dans les quantités nécessaires et les disposerons à des endroits stratégiques, notamment sur le territoire de la Biélorussie. Nous agissons de manière systématique, mais nous n'excluons pas la possibilité d'utiliser ces armes aujourd'hui ou demain, si la nécessité s'impose. Vladimir Vladimirovitch, cette année bissextile touche à sa fin. Comme il est de coutume pour une année bissextile, elle a été difficile. Comment souhaiteriez-vous voir la prochaine année? Qu'est-ce qui est, selon vous, le plus important pour la Russie? Le plus important, c'est le bien-être du peuple russe, le niveau de vie, la stabilité et la réduction des difficultés. Dans le domaine économique, c'est la stabilisation de l'inflation, pour éviter des spirales ou des sauts imprévus, et pour que la croissance économique se poursuive. Avec mes collègues, nous avons déjà convenu des objectifs liés à cette croissance. Nous ne prévoyons pas qu'elle sera aussi élevée que cette année, environ 4%. Aussi étrange que cela puisse paraître, compte tenu des réalités macroéconomiques, une telle croissance n'est pas encore nécessaire. Bien sûr, on pourrait penser que plus la croissance est élevée, mieux c'est. Mais tout doit se faire dans le respect des paramètres macroéconomiques. Sinon, des déséquilibres dans l'économie pourraient se produire, ce qui, à long terme, pourrait nous causer des dommages. C'est pourquoi nos propositions et nos plans sont équilibrés, tout comme notre politique macroéconomique. Nous comptons sur une augmentation continue des revenus de la population. Évidemment, nous partons du principe que toutes les tâches liées à l'opération militaire spéciale seront résolues. C'est, sans aucun doute, notre priorité numéro 1. Nous continuerons de soutenir nos soldats. Tandis que nous discutons ici, eux se battent. Vous savez, je ne vais pas entrer dans les détails des zones spécifiques du front. Mais lorsque je me renseigne, ce que je fais quotidiennement, le jour comme la nuit, littéralement il se passe des choses sur certains segments. Par exemple, nos soldats traversent des obstacles aquatiques. Parfois, ils utilisent des moyens techniques, mais d'autres fois, non. Je demande au commandant comment les soldats franchissent-ils cette barrière. Et ils me répondent, « Agé, imaginez cela, nous sommes ici, au chaud, avec du vent à l'extérieur, mais dans un espace confortable et éclairé. Et eux traversent à gué, dans l'eau jusqu'à la poitrine, portant leurs fusils au-dessus de leur tête. Ils se battent pour la Russie. Nous partons du principe que nous atteindrons nos objectifs, tant sur la ligne de front que dans les sphères économiques et sociales, qui constituent les fondations de tout. Cela inclut également les questions de sécurité militaire et de sécurité au sens large. Nous avançons conformément aux plans établis, et j'ai toutes les raisons de croire que les choses se dérouleront ainsi. Merci. Monsieur le Président, une question. Les habitants des régions touchées reçoivent actuellement des fonds sur des comptes spéciaux qu'ils peuvent utiliser exclusivement pour la rénovation de leurs maisons endommagées. Cependant, envisagez-vous, au niveau des autorités fédérales, de mettre en place dans la région de Belgorod un système de certificat de logement similaire? Cela permettrait aux citoyens non seulement de réparer leurs maisons, mais aussi d'acquérir des logements dans d'autres régions de Russie, s'ils le souhaitent, de déménager vers des zones plus sûres. Est-ce une possibilité qui est à l'étude? Merci.
Vous savez, nous partons du principe que ces questions doivent être résolues par les autorités locales et régionales en dialogue avec les citoyens. La tâche des autorités fédérales et du ministère des Finances est de fournir les ressources financières nécessaires. Nous avons cet argent et nous accordons autant que nécessaire à la région. Ensuite, c'est à la région, en dialogue avec les habitants, et je tiens à le souligner et à le répéter, de choisir la manière la plus optimale de résoudre ces questions pour elle-même et pour les habitants. Si, dans la région de Koursk ou ailleurs, il est décidé qu'il vaut mieux distribuer des certificats permettant aux gens d'acquérir un logement où ils le souhaitent sur le territoire de la Fédération de Russie, nous soutiendrons cette décision. Notre objectif est uniquement que les personnes, qui ont déjà tant souffert et traversé de lourdes épreuves, puissent résoudre leurs problèmes fondamentaux, dont l'un est, sans aucun doute, le logement. C'est pourquoi cette question ne relève pas directement de nous, mais des autorités régionales. Je viens justement de parler au gouverneur de la région de Belgorod. J'ai raccroché et suis venu vous rejoindre. Nous avons discuté de diverses questions et nous restons en contact permanent avec eux. Nous agirons comme ils nous le recommandent et j'espère que leurs recommandations seront basées sur les souhaits des habitants de ces territoires. Bonjour, Vladimir Vladimirovitch, bonne année à venir. Vous venez de dire que vous êtes en contact permanent avec les commandants, de jour comme de nuit. Cela signifie que vous avez les informations les plus complètes sur la situation sur la ligne de front? Complètes? Difficile à dire, mais elles sont suffisamment importantes. Votre intuition semble bien développée, nous l'avons remarqué. Vous-même, que croyez-vous? Croyez-vous que le conflit sera terminé en 2025, bien sûr par notre victoire? Je crois en Dieu, et Dieu est avec nous. Bonjour, ici l'agence TASS, Julia Bubnova. Nous voulions vous poser une question sur la visite de Robert Fico chez nous. Il est venu le week-end dernier. Pourriez-vous nous dire de quoi vous avez discuté? Avez-vous trouvé un accord sur les livraisons de gaz à la Slovaquie et à l'Europe en général? Est-il vrai qu'il a proposé son pays comme lieu pour d'éventuelles négociations avec Trump? Et si oui, quelle réponse lui avez-vous donnée? Merci. Vous savez, en général, nous ne rendons pas publics nos échanges, sauf si nous convenons d'en informer la presse. Mais je pense que M. Fico ne m'en voudra pas. Oui, effectivement, il a proposé que, si des négociations de paix devaient avoir lieu, et je tiens à souligner que M. Fico, même s'il peut avoir des différends avec les autorités ukrainiennes actuelles ou d'autres acteurs de l'Union européenne, se concentrait principalement et avant tout sur un règlement pacifique du conflit ukrainien. C'est cela qu'il soutient fermement, et c'est là-dessus qu'il a mis l'accent. Je ne sais donc pas quelle critique pourrait lui être adressée, mais il a insisté précisément sur cet objectif. Quant au lieu de tenue des négociations, oui, il a proposé que son pays serve de plateforme, si cela devait aboutir. Nous n'y voyons aucun inconvénient. Pourquoi pas? La Slovaquie adopte une position que nous considérons comme neutre, et cela nous convient tout à fait. En ce qui concerne les accords dans le domaine énergétique, nous avons toujours soutenu les livraisons et plaidé pour la dépolitisation des questions économiques. Nous n'avons jamais refusé de livrer du gaz à l'Europe, n'est-ce pas? Combien de fois l'ai-je déjà dit? Et je peux le répéter, la Pologne a fermé le trajet via son territoire. Pourtant, ce gazoduc fonctionne toujours. Personne ne l'a endommagé, il n'y a pas eu d'explosion. Il suffit d'appuyer sur un bouton et le gaz circule à nouveau sur le territoire polonais. Ce gazoduc s'appelle Yamal Europe et traverse précisément la Pologne. Veuillez activer un autre itinéraire demain. Nous livrerons via un autre trajet à travers le territoire ukrainien. La guerre reste la guerre, mais nous avons livré régulièrement, payé les frais de transit, et continuons d'ailleurs à payer jusqu'à maintenant. Alors, que s'est-il passé? L'Ukraine disposait de 2 itinéraires, via Souja et via Sokranovka. Sokranovka, en particulier, est passé sous le contrôle de nos forces armées, et tout a fonctionné sans problème pendant environ 6 mois, voire plus. Pendant ce temps, les spécialistes ukrainiens continuaient de travailler sur ce point de passage. Ils n'étaient ni inquiétés ni dérangés, et tout se déroulait normalement. Puis, pour une raison ou une autre, quelqu'un à Kiev a décidé de fermer cet itinéraire, sous prétexte qu'il était sous le contrôle des forces russes. Mais pourquoi cela a-t-il été décidé 6 mois après le début de cette situation? Avant cela, tout fonctionnait bien. Il doit donc y avoir d'autres raisons que je ne comprends pas.
Actuellement, il ne reste que l'itinéraire via Souja, qui se trouve dans une zone de combat et sous contrôle ukrainien. Malgré cela, nous continuons de livrer 14 millions de mètres cubes de gaz par jour. Cependant, ils ont annoncé qu'ils ne prolongeraient pas le contrat de transit. Ce n'est pas nous qui avons refusé ou mis fin au contrat, ce sont eux qui ont refusé de le prolonger. Ils ne veulent pas prolonger? Très bien, c'est leur choix. Mais dans le même temps, ils mordent la main de l'Europe, celle-là même qui les soutient financièrement et militairement. Sans ce soutien européen, l'Ukraine ne pourrait pas seulement mener une guerre, mais même exister. Maintenant, en refusant de renouveler ce contrat, ils punissent également l'Europe, ce qui aggrave encore une situation déjà tendue. Le prix du gaz a déjà grimpé à près de 5 cents dollars pour 1000 mètres cubes. Et maintenant, alors que nous discutons, il n'y a plus de contrat. Même si quelqu'un voulait en conclure un nouveau, cela prendrait 3 ou 4 jours, ce qui est impossible à l'heure actuelle. Par conséquent, les prix du gaz augmenteront encore. Mais ce n'est pas de notre fait. C'est leur politique qui en est responsable. Le problème, c'est qu'ils ont soudainement réalisé que leur décision posait un problème pour eux-mêmes. Cela les a conduits à s'agiter. Cette agitation s'est traduite par des appels à divers pays, Hongrie, Slovaquie, Turquie, Azerbaïdjan, pour leur demander de conclure un contrat de transit avec nous pour le gaz passant par l'Ukraine. Leur proposition est que Gazprom gère les livraisons jusqu'à la frontière ukrainienne, mais que la gestion sur le territoire ukrainien soit confiée à une autre structure, avec laquelle il conclurait un contrat. Une fois le gaz en Europe, Gazprom reprendrait sa gestion avec ses partenaires européens. Cependant, il y a un problème majeur. Gazprom a des contrats à long terme en cours, jusqu'en 2035 et même 2049 pour certains. Modifier ces contrats pour y inclure une nouvelle structure de transit exigerait une renégociation complète des termes, une procédure complexe et pratiquement irréalisable. De plus, il y a un autre problème. Je vous explique tout cela en détail pour éviter les spéculations et permettre à tout le monde de bien comprendre de quoi il s'agit. L'Ukraine a fermé l'un des itinéraires de transit, celui via Sokranovka. Ils ont fermé cette route, mais ensuite, ils ont intenté un procès contre nous, exigeant que nous leur payions pour le gaz qui n'a pas été transité via cet itinéraire. Lorsque Gazprom leur a demandé s'ils étaient sérieux après tout, c'est eux qui ont fermé cette route, leur réponse a été « Oui, nous l'avons fermée, mais vous devez quand même nous payer ». Cela n'a aucun sens. Et maintenant, ils veulent que d'autres pays prennent en charge le transit à leur place, mais ils refusent de retirer leur plainte déposée auprès du tribunal arbitral. Cela signifie que si nous livrons du gaz via une autre entreprise, l'argent payé à Gazprom pourrait être saisi pour rembourser cette plainte, en vertu d'un jugement rendu en faveur de l'Ukraine. C'est absurde. Nous avons dit que nous continuerons de livrer, que ce soit via une entreprise azerbaïdjanaise, turque, hongroise ou slovaque, mais qu'ils devaient d'abord retirer leur plainte. Sinon, cela n'a aucun sens. Ils ont refusé de retirer la plainte. Très bien, qu'ils vivent sans notre gaz. Даже если это будет там Сакар азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо значит, словацкая. Ну пусть они иск заберут из суда, это что за бред? Сказали нет, забирать не будем. Ну, тогда пожалуйте бриться, живите без нашего газа. Галстук, он такой предновогодний. Merci Vladimir Vladimirovitch, Nikolai Ivanov, de Vesti. Cette semaine, le service de renseignement extérieur, SVR, a rapporté que la Moldavie pourrait devenir un nouveau point chaud sur la carte. Le ministère des Affaires étrangères a également indiqué que des tentatives seraient faites pour déstabiliser la Biélorussie avec l'aide de l'Occident. Que faut-il faire pour mettre fin à ces tentatives de déstabilisation à nos frontières? La réponse est simple, être fort. Bonne année à tous. Au revoir. Au-delà des questions géopolitiques, les propos de Poutine révèlent des principes universels qui peuvent être appliqués dans notre vie personnelle et professionnelle pour atteindre un niveau supérieur d'excellence. En nous inspirant de son approche méthodique et de sa vision claire, nous pouvons extraire des leçons précieuses pour mieux naviguer dans les défis quotidiens et atteindre nos objectifs. Dans cette analyse, nous dégagerons ces enseignements pour vous permettre, chers abonnés, de progresser de manière réfléchie et ambitieuse. Voici quelques leçons d'excellence à tirer des propos de Poutine. 1. Agir avec stratégie et patience. Poutine insiste sur le fait de ne pas agir dans la précipitation,
notamment en ce qui concerne l'utilisation des armes ou la réponse à des décisions adverses. Appliquez cette leçon en planifiant vos actions avec soin, en évaluant les conséquences à long terme et en agissant uniquement lorsque les conditions sont mûres. 2. Utilisez les ressources avec discernement. Lorsqu'il parle de la gestion des systèmes d'armement ou du transit de gaz, Poutine montre qu'il est crucial de gérer ces ressources de manière réfléchie et mesurée. Dans votre vie, identifiez vos ressources personnelles, temps, énergie, finances, et utilisez-les judicieusement pour maximiser leur impact. 3. Maintenir une vision systématique et cohérente. Il met en avant l'importance d'une approche systémique et d'une coordination dans les plans stratégiques. Dans votre carrière ou vos projets personnels, adoptez une vision globale, coordonnez vos efforts et assurez-vous que toutes vos actions s'alignent sur vos objectifs. 4. Faire preuve de résilience face aux défis. Malgré des circonstances difficiles, Poutine insiste sur la poursuite des objectifs, comme le transit de gaz malgré les conflits. Apprenez à rester résilient face aux obstacles, à persévérer dans vos projets et à chercher des solutions au lieu de céder aux difficultés. 5. Soutenir et valoriser les équipes. Poutine parle des soldats qui traversent des rivières à pied pour défendre leur pays, soulignant leur courage. Dans votre vie professionnelle, reconnaissez les efforts des membres de votre équipe, soutenez-les dans leurs défis, et montrez de la gratitude pour leur contribution. 6. Priorisez les objectifs fondamentaux. La stabilisation économique, l'amélioration des conditions de vie et la sécurité nationale sont ses priorités. Dans votre vie, identifiez vos priorités fondamentales et concentrez vos efforts sur ce qui est le plus important pour atteindre vos objectifs à long terme. 7. Évitez les décisions émotionnelles et restez rationnel. Il critique les décisions impulsives de l'Ukraine concernant le transit de gaz et leur impact négatif. Dans votre quotidien, prenez le temps de réfléchir avant de prendre des décisions, et basez-vous sur des faits et des analyses, plutôt que sur des émotions passagères. 8. Adoptez une approche équilibrée. Lorsqu'il parle de la croissance économique, Poutine met l'accent sur la nécessité de respecter les paramètres macroéconomiques pour éviter des déséquilibres. Dans votre vie, recherchez l'équilibre entre ambition et stabilité, afin de progresser de manière durable. 9. Faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Bien qu'il critique les décisions ukrainiennes, Poutine mentionne des alternatives pour continuer à livrer du gaz à travers d'autres acteurs. Adoptez cette capacité à vous adapter rapidement aux changements, en trouvant des solutions innovantes face aux imprévus. 10. Valoriser la force et l'indépendance. En réponse à la question sur la stabilité des frontières, il répond que la clé est d'être fort. Dans votre vie personnelle et professionnelle, développez vos compétences, vos connaissances et votre autonomie pour devenir plus résilient et confiant. 11. Apprendre à négocier avec fermeté et transparence. Il détaille les discussions sur le transit et explique pourquoi certaines propositions ne sont pas acceptables. Dans vos relations personnelles et professionnelles, soyez honnête et clair sur vos attentes, tout en restant ferme sur vos principes. 12. Gardez une vision à long terme malgré les pressions immédiates. Poutine met en garde contre les décisions qui peuvent entraîner des déséquilibres à long terme, même si elles semblent bénéfiques à court terme. Apprenez à anticiper les conséquences de vos choix et à agir en pensant à l'avenir. 13. Ne jamais cesser de vous informer et de rester impliqué. Il mentionne qu'il se tient informé quotidiennement, jour et nuit, de l'évolution des situations critiques. Dans votre vie, continuez à apprendre, suivez de près les développements liés à vos objectifs et restez engagé. 14. Conservez la confiance dans vos plans et dans l'avenir. Poutine termine en exprimant sa conviction que les plans établis seront réalisés. Dans vos projets, gardez la foi en vos capacités et en vos objectifs, même lorsque les circonstances sont difficiles. Les propos de Vladimir Poutine nous rappellent que l'excellence n'est pas le fruit du hasard. Elle repose sur des principes solides, comme la stratégie, la résilience et une vision à long terme. Ces qualités ne sont pas uniquement réservées aux chefs d'État ou aux dirigeants. Chacun de nous peut les intégrer dans sa propre vie pour surmonter les défis, construire des projets durables et atteindre un véritable épanouissement personnel et professionnel. Pour conclure, je vous propose de réfléchir ensemble à ces deux questions. 1. Dans votre propre vie, comment appliquez-vous la patience et la stratégie pour surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs? 2. Quelle place accordez-vous à la résilience et à l'adaptabilité dans vos décisions, que ce soit au travail ou dans vos projets personnels? Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Vos idées et expériences enrichiront cette discussion et inspireront notre communauté. Merci infiniment pour votre engagement et votre participation. Ensemble, continuons à progresser, à apprendre et à aller d'excellence en excellence. Merci et à très bientôt.